Bonjour à tous. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être aussi nombreux avec nous cet après-midi donc pour cette table ronde pour un sujet d'actualité et très intéressant autour donc, de l'innovation numérique et de l'importance de la data. C'est vrai que la data, ça fait des années qu'on en parle, mais on en parle de plus en plus. Ça concerne nos vies privées, mais ça concerne aussi les entreprises. C'est devenu quelque chose d'essentiel, à la fois en interne et en externe pour les entreprises. Et donc aujourd'hui, on va voir avec 4 représentants de ces entreprises dans des domaines divers comment ils utilisent ces data, à la fois donc, pour innover, améliorer les services. Il y a aussi des enjeux autour du climat, parce que les data ne sont pas simplement virtuelles, il y a un impact bien réel. Et donc, pour aborder ces sujets, j'ai le plaisir d'être avec 4 invités. Violette Chaumier, donc, qui est Chief Data Officer. Alors, vous allez entendre plusieurs fois ce nom de Chief Data Officer du groupe Les Écoles Parisiens. Bonjour Violette, merci beaucoup d'être là. Nous avons également Bruno Edan, donc, qui est aussi Chief Data Officer d'Air Liquide. Bonjour Bruno, merci d'être là. Si, il faut juste... Non, c'est là, voilà, exactement. Normalement, ça devrait être bon. Allez-y. Une autre fois. Allô. Ouais, c'est bon. Donc Super. bonjour à tous. Voilà, super. Également Stéphane Lanuzel, donc de L'Oréal. Alors Stéphane, vous avez été, si j'ai bien compris, ce Chief Data Officer de L'Oréal, mais maintenant vous êtes directeur projet Beauty Tech au sein de L'Oréal. Donc vous nous expliquerez peut-être un peu plus en détail ce que c'est. Et enfin... bonjour à tous. Voilà, Michel Lutz de Total Energy, qui est également Chief Data Officer. Bonjour. Merci beaucoup. Écoutez Stéphane, voilà, ma première question sera pour vous. Pourriez-vous en fait simplement nous expliquer, alors brièvement, mais ce qu'est une data et pourquoi justement une entreprise, par exemple comme L'Oréal, s'y intéresse autant? En fait, la data, c'est un peu un mot valise qui recouvre beaucoup de concepts. Et je vais vous donner quelques exemples de données que l'on utilise chez L'Oréal pour vous montrer la variété de ces données. Des données pour L'Oréal, ça peut être des images que l'on capte quand on teste nos produits, quand on travaille avec des consommateurs pour regarder l'impact des produits sur leur peau. C'est des données de finance, c'est des données transactionnelles. C'est des données qui sont des reviews and ratings que vont laisser nos consommateurs sur les sites e-commerce. Donc on a une multitude de sources de données, des données qu'on appelle structurées, des données qui sont non structurées. Et tout l'enjeu pour un groupe comme le nôtre, quand on vend 7 milliards de produits et qu'on a 1,2 milliard de consommateurs, par définition, on a beaucoup de données. Donc notre enjeu, c'est de les capter, les structurer et de les faire circuler. Et de dire que la finance, par exemple, n'est pas le propriétaire de la donnée financière, si je prends cet exemple-là à dessein, mais comment des données financières, comme des données de vente, peuvent servir à beaucoup d'autres acteurs de l'entreprise. Ok. Et alors, à quel moment les données sont devenues quelque chose d'essentiel? Et je parle de L'Oréal, mais je me tourne aussi vers vous tous. Est-ce que vous arriveriez à dater un petit peu cette prise de conscience ou ça s'est fait finalement naturellement à mesure que le business évoluait? Alors, les données ont toujours été présentes et fait partie de la vie d'une entreprise. Mais pour moi, si je dois dater un changement, c'est vraiment lié à la transformation digitale. Et en fait, vous mentionnez qu'avant, je travaillais sur la transformation digitale chez L'Oréal. Et c'est à partir du moment où on a enclenché cette transformation, avec pour nous le développement de l'e-com, avec la présence des réseaux sociaux, où on a eu de plus en plus de données. Et ces données nous permettent de construire ce qu'on appelle des cas d'usage ou des applications. Et je vais vous en donner 2 exemples. Et ce qui est important, c'est de comprendre qu'on peut faire des applications pour les consommateurs, mais on peut aussi faire des applications pour les collaborateurs. Qu'est-ce que l'on fait avec les données pour nos consommateurs? Par exemple, on a développé des applications qui font du diagnostic de peau. Un des grands sujets pour un consommateur dans le domaine de la cosmétique, c'est quel est le produit que je dois utiliser? Quelle est la bonne routine pour moi? Et bien, on est capable maintenant, en analysant un selfie, en croisant l'ensemble des données de recherche qu'on a pu avoir, l'ensemble des images que l'on a, d'entraîner un algorithme pour faire une recommandation.
Voilà un exemple très concret où on mobilise les données pour pouvoir répondre à une question précise du consommateur. Et juste sur la partie collaborateur, un autre exemple très simple. Une des grandes questions pour un grand groupe comme le nôtre, c'est comment j'alloue mes moyens moteurs. C'est-à-dire, est-ce que je fais de la pub à la télé, est-ce que j'achète des mots-clés chez Google ou chez Amazon. Et bien, par définition, à l'aide de données, à l'aide d'algorithmes, on est capable d'optimiser la façon dont on alloue nos moyens moteurs. Et alors là, bon, vous êtes plutôt sur un business qu'on appelle B2C, hein, vous vous adressez à des clients dont il y en a forcément dans la salle. Comment ça se passe quand on est plus un groupe peut-être comme, davantage industriel comme Air Liquide ou Total? Alors, chez Air Liquide, on est vraiment dans un engagement de long terme sur la donnée. Hein. On collecte beaucoup de données tous les jours. Hein. Un ordre de grandeur, on collecte 3,5 milliards de points de données tous les jours. C'est comparable au nombre de requêtes qui sont sur Google chaque jour dans le monde. Et ces données elles proviennent de nos assets industriels. Donc nos 500 usines, les 20 ou 25 millions de cylindres qui transportent du gaz tous les jours, ou encore nos flottes de camions qui transportent le gaz sous forme liquide pour aller chez les clients remplir leur réservoir. Et donc, toutes ces données-là, elles viennent de nos assets industriels, mais elles viennent aussi de nos clients. On a 3,8 millions de clients et patients qui génèrent eux-mêmes des données et qui nous permettent, ces données, de mieux comprendre leurs besoins. Et donc, la façon dont on utilise ces données-là au sein d'un groupe industriel, je vais donner 3 exemples peut-être. Un premier exemple, ça va être de mesurer et d'analyser. Donc, mesurer la performance de nos assets industriels, mesurer la consommation en eau, la consommation en énergie, mesurer la qualité des produits qui sortent de nos usines, mesurer l'efficacité de notre chaîne logistique et anticiper sur les aléas de cette production. On va aussi mesurer les usages que font nos clients de nos produits. Et ça va nous permettre d'anticiper sur leurs besoins, de designer des nouvelles offres de services ou des nouveaux produits qui répondent à leurs besoins de manière proactive. Donc mesurer et analyser, c'est le premier usage qu'on peut faire des données. Le deuxième usage, ça va être par exemple de générer des efficacités et d'améliorer notre excellence opérationnelle. Je vais prendre un exemple. Nos usines sont connectées dans le monde à des SIO Centers, qui sont des centres d'opération à distance, qui sont disponibles pour nos clients 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et qui répondent à leurs demandes d'adaptation de notre production. Donc, en fonction des besoins des clients, en fonction des réseaux de distribution ou en fonction des opérations de maintenance sur le terrain. Et les usines remontent vers ces SIO Centers un nombre de données très conséquent. On parle vraiment de big data. Et ça nous permet d'avoir une optimisation énergétique de notre production et d'avoir aussi un maintien en conditions opérationnelles de qualité qui permet de fournir nos gaz de manière continue. Donc, le deuxième aspect sur les données dans le B2B, ça va être la génération d'efficacité vers l'excellence opérationnelle. Et puis un troisième exemple d'utilisation des données, ça va être autour de l'efficacité énergétique, de la réduction de notre empreinte carbone, tout simplement. Un exemple ici, on a un programme même qui s'appelle IBO, Integrated Bulk Operation, et qui concerne notre chaîne logistique liquide. Donc, une des façons de livrer nos gaz chez les clients, c'est de remplir des camions-citernes et de livrer sous forme liquide nos gaz pour remplir les réservoirs qui sont chez nos clients, des usines, des hôpitaux ou autres. Donc ça, c'est la chaîne logistique liquide. Et le programme IBO a vocation de déployer des algorithmes, des intelligences artificielles pour optimiser cette chaîne logistique. Afin, premièrement, de satisfaire les clients, de les aider à mieux anticiper nos livraisons. Aussi d'améliorer l'expérience de nos équipes logistiques. Dans la logistique, la logistique, comme vous le savez peut-être, c'est un métier très stressant. Donc, en anticipant sur les besoins, on va pouvoir les aider à mieux vivre leur quotidien. Et puis enfin, ça va nous permettre d'optimiser les trajets, d'optimiser les livraisons et de réduire le nombre de kilomètres parcourus. Et en réduisant le nombre de kilomètres parcourus, on réduit évidemment l'empreinte CO2. Il faut avoir en tête que cette supply chain logistique, elle fait
si on rassemble l'ensemble des camions dans le monde, elle fait à peu près une fois le tour de la Terre chaque jour. Donc si on économise des kilomètres, et on a comme objectif d'ici 2025 d'économiser 10% sur les kilomètres parcourus et donc de réduire d'autant notre empreinte carbone. Et ces camions, ils tournent avec Total ? Enfin, ce sont des... Justement, je me tourne vers vous. C'est pareil, les données, Michel, bon, quand on pense à Total, on se dit données, pourquoi pas, mais qu'est-ce que vous en faites et comment vous les utilisez ? Ouais, je peux peut-être juste faire comme on faisait un peu l'inventaire des données, je peux rebondir sur ce que vous disiez pour illustrer ce que ça représente la donnée chez Total Energy, puis après effectivement développer un peu les usages et les nouveaux usages notamment, parce qu'on fait de plus en plus de choses avec ces données. Donc je pense qu'on est dans une situation un peu similaire à la tienne. Hein. Donc Bruno, on a beaucoup de données clients, c'est à peu près 12 millions de clients, de données qu'on gère. Puis après, on a énormément un patrimoine de données industrielles assez conséquent. Donc un peu comme chez Air Liquide, beaucoup de données de capteurs, donc de toutes nos usines. Donc vraiment au sens large, à la fois les activités que tout le monde connaît de Total Energy, donc production de pétrole, gaz, raffinage chimique, tout ça, c'est des systèmes industriels très instrumentés qui nous remettent beaucoup d'informations. Et puis de plus en plus, comme Total est très actif aujourd'hui Total Energy est très actif dans le renouvelable, donc on a beaucoup d'activités de sites d'éoliennes ou de panneaux solaires, tout ça, ça génère aussi beaucoup d'informations qu'on collecte de plus en plus, qui nous permettent d'être plus efficaces dans nos opérations. Puis ensuite, on a des données. Donc ça, c'est globalement, si on prend la somme de toutes ces données industrielles, c'est plusieurs millions de points de mesure qu'on remonte quotidiennement à une fréquence relativement haute. Puis après, on a aussi une spécificité de la compagnie qui est vraiment un de ses cœurs historiques de l'analyse de données, c'est tout ce qui est géosciences. Donc là, on a historiquement, le métier des géosciences et le métier du pétrole, en fait, ne se fait que par la donnée. Parce que finalement, la connaissance du sous-sol, on l'a principalement par de la donnée. Et donc, on a des énormes volumes de données. Les données sismiques subsurface chez Total Energy, c'est plus de 50 pétaoctets de données historiques qu'on a, qui font même qu'on a des besoins de capacité de calcul très forte. Donc, on a même notre supercalculateur Pangea 3, qui est un des supercalculateurs les plus puissants en Europe et au monde, qui nous permet de visualiser ces données, faire de la simulation numérique sur ces données, et maintenant de plus en plus du machine learning et de l'intelligence artificielle sur ces données. Donc ça, c'est vraiment une compétence historique. Après, effectivement, ce qui change, c'est qu'on utilise de plus en plus ces données pour des nouveaux usages, parce que vous l'avez brièvement évoqué, mais aujourd'hui, effectivement, on le sait bien, le domaine de l'énergie, c'est un des enjeux majeurs de notre société actuelle. Effectivement, Total Energy se transforme, hein, une grosse démarche de transformation pour être à la hauteur des enjeux. L'objectif de Total Energy, c'est d'être un leader de la transition énergétique. Et tout ça, ça a énormément d'impact sur ce qu'on peut faire avec les technologies numériques et notamment la data, qui est un des piliers de la transformation de la compagnie. Globalement, si je résume, ça s'articule autour de deux usages de nos données. Le premier qui est vraiment la diminution de l'impact carbone des activités de la compagnie. Donc à la fois, j'ai parlé avant de toutes les données de capteurs qu'on peut remonter. Donc tout ça, ça nous permet de mieux comprendre nos installations industrielles, monitorer les émissions de CO2, optimiser la production. Et ça nous permet d'avoir par la donnée, de mieux maîtriser nos systèmes industriels et de diminuer leur impact CO2. La partie maîtrise des données subsurface, c'est des données, cette connaissance du sous-sol, on l'utilise de plus en plus pour les projets de captage de CO2 aussi, où on cherche à mettre du CO2 dans des sous-terres. Donc ça, notre connaissance du sous-sol, nos capacités à modéliser le sous-sol est très utile pour ce type de projet. Donc ça, c'est la partie, on va dire, diminution, compensation CO2. Et après, on a énormément d'activités autour de la donnée du numérique qui sont là pour accompagner finalement le développement de Total Energy vers les métiers d'électricité et du renouvelable. Donc là, on a énormément de cas d'usage, à la fois sur l'optimisation des panneaux solaires, quel est le meilleur endroit pour placer des panneaux solaires, l'optimisation, comment maximiser la production d'un site d'éolien. Qu'est-ce que je peux encore dire? Enfin, on a énormément de sujets autour de ça. Les batteries, on a une Saft qui est une filiale de Total Energy qui fabrique des batteries industrielles. On travaille beaucoup avec eux pour optimiser la production des batteries, optimiser les sites de batteries pour monitorer. Et voilà. Donc, okay. Non, mais c'est très clair. Et on reviendra effectivement sur la dimension environnementale. Violette, je me tourne vers vous. En fait, je suis un ancien du groupe Les Échos. J'y ai travaillé pendant 4 ans. Et c'est vrai que quand on parle des Échos du Parisien, ce sont des médias. Les médias ont beaucoup évolué avec le numérique.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce que la data permet de faire en termes de nouveaux produits, de relations avec les lecteurs? Alors, déjà, j'ai quelques particularités, évidemment, par rapport à mes autres collègues qui sont là sur scène. La première, c'est qu'on est un beaucoup plus petit groupe. On est une ETI de 1600 personnes. La seconde, c'est qu'on traite, finalement, on est une industrie créative et une industrie de l'information. Donc on est là pour apporter évidemment du factuel, mais on est aussi là pour guider des intuitions de créateurs. Donc ça, c'est un deuxième point qui est très important. Et donc ce qui explique que nous, la donnée, on la traite principalement du point de vue client. Donc on s'attelle plutôt à regarder les cas d'usage de nos lecteurs et de nos abonnés. On n'a pas encore d'application vraiment puissante dans la logistique ou dans la finance ou même dans les RH, comme ça peut être le cas dans d'autres groupes. Donc voilà. Donc après, comment c'est né? Et je dirais que nous aussi, en fait, la data, elle s'est vraiment on a acculturé l'ensemble du groupe et l'ensemble des fonctions du groupe, et en particulier, je pense aux rédactions, même, et d'autres fonctions qui étaient déjà sensibles et plus sensibles que les rédactions à ces données-là. Et tout ça, c'est venu effectivement avec la transformation numérique que je date à partir d'environ 2015-2018. Précédemment, dans les groupes de presse, la data, c'était surtout pour apporter du ciblage publicitaire. Et désormais, on est vraiment là pour accompagner le business model de l'abonnement et faire pivoter nos titres vers le business model de l'abonnement. Ce qui fait que nos cas de data, de data science et nos applications de modèles de machine learning, c'est en gros comment je fais en sorte qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'abonnent à mes titres, donc des algorithmes sur la propension à s'abonner, des algorithmes aussi sur la rétention, sur comment je fais en sorte que les gens ne se désabonnent pas à mes titres. Voilà, ça c'est le genre de cas qu'on traite. Et puis c'est aussi, je dirais, un vrai apport en termes de connaissances clients en fait, que la data apporte. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, on a des réponses beaucoup plus vite à des questions qu'on pouvait se poser il y a encore 10 ans en passant par des cabinets d'études. C'est des réponses que nos équipes de l'abonnement, nos équipes marketing ont directement en s'adressant à nous. Et alors justement, mais merci beaucoup pour vos retours, que ce soit des milliards ou peut-être des millions de données, est-ce qu'il n'y a pas le risque d'être un peu dépassé par justement un flot aussi important? Enfin, comment on fait pour finalement que la data soit aussi de qualité, et qu'elle serve l'innovation? Parce qu'à la limite, on peut récolter plein de données. Si on n'arrive pas à les traiter, ça peut être un petit peu presque contre-productif. Ça, je pense qu'on a peut-être tous ensemble les mêmes enjeux, mais je ne sais pas. Non, vous voulez commencer? Alors moi, ce que je pense, et j'espère que vous allez le confirmer, mais quel que soit l'endroit où on exerce ce rôle et ce métier de CDO, de Chief Data Officer, je pense qu'on est tous confrontés aux mêmes sujets, qui sont les sujets un peu régaliens de la data quality, la data gouvernance, la mise en œuvre et garantir le RGPD, tous ces sujets-là. J'imagine que c'est des sujets qu'on partage, j'espère. On partage, mais pour moi, la première question, c'est la data pour faire quoi? Donc il faut vraiment, effectivement, c'est facile de collecter de la donnée. Il y a de multiples sources. Mais avant de se dire, je peux la collecter facilement, donc je vais la collecter, la question, c'est pour faire quoi? Et de vraiment partir du besoin au plus près de l'utilisateur. Et je vais prendre un exemple parce que c'est un sujet, nous aussi, on a des créatifs, des marketeurs, et à un moment donné, c'est posé la question de comment j'aide le marketeur pour détecter des nouvelles tendances. Et c'était la question qu'ils ont posée. Et on est parti de ça. C'est comment je suis capable de voir quelle va être une nouvelle tendance qui émerge dans la beauté. Et on a travaillé avec eux. On s'est dit, les nouvelles tendances, c'est à la fois de la recherche. Donc, la source de données, c'est des papiers de recherche, c'est des brevets qui sont déposés, c'est du travail académique, c'est aussi des influenceurs ou des macro-influenceurs. Et en croisant ces différentes sources de données, on est capable de voir maintenant une tendance qui peut naître sur la côte ouest des États-Unis, qui se propage en passant par la Chine et qui arrive ensuite en Europe. Et donc on est parti du besoin de ces créatifs qui avaient une question très précise. On est ensuite allé chercher la donnée et c'est comme ça qu'on a choisi d'aller collecter ces sources de données. Donc c'est vraiment partir du besoin et pas partir de la source de la donnée. Et alors chez vous, le besoin est situé plus précisément? Oui, en fait, c'est une excellente question et c'est vraiment au cœur des choix stratégiques autour de la donnée. Pour nous, l'enjeu, c'est vraiment d'accélérer la réactivité par rapport au changement du marché. Donc, être capable de détecter plus vite les changements du marché et être capable de réagir plus vite sur le terrain. Et pour ça, on rapproche la donnée et les compétences intelligence artificielle
au plus près des opérations. Et on s'appuie vraiment, là c'est peut-être un peu plus le comment que le quoi, même s'il y a beaucoup de choses à dire sur le quoi. On s'appuie sur plusieurs volets. Alors, dans toutes les entreprises, je pense qu'on a une stratégie à 3 piliers, 4 piliers, 5 piliers autour de la donnée, mais pour résumer, autour de la gouvernance, ça c'est évident, ça a été évoqué. Autour des technologies, il faut faire les bons choix technologiques, et puis autour des personnes. Donc sur la gouvernance, la mise en place d'un groupe data board, par exemple, chez Air Liquide, le déploiement de rôles clés dans l'entreprise, dans les lignes de métier, des rôles de data officer, sur le terrain, dans les pays, des data owners qui sont en charge de surveiller la qualité des données et leur mise à disposition. Des processus de décision associés au maintien de la qualité des données, c'est essentiel. Mais aussi la capacité, autour de la gouvernance toujours, à incuber de nouvelles solutions et à les déployer en utilisant les méthodologies agiles et en passant de POC à MVP, de MVP à Scale-up, et coller toujours au plus près des besoins des utilisateurs, qu'ils soient des employés, des patients ou des clients. Donc ça, c'est sur la partie gouvernance. Sur la partie technologique, c'est faire les bons choix et créer des équipes dédiées qui maîtrisent les technologies. Ça doit être un gros budget aussi. C'est surtout des compétences et des personnes. En fait, on a fait le choix d'internaliser ces compétences en interne dans des digital factories qui maîtrisent la data science, le logiciel ou le design, mais aussi dans les campus d'innovation pour avoir des data scientists avec une profondeur scientifique encore plus grande, ou encore on a décidé il y a quelques années de créer un département IT dédié à la maîtrise des technologies et à l'opération des plateformes de données pour les collecter, les mettre à disposition, les harmoniser et les rendre disponibles. Et sur le volet people, on a vraiment l'ambition de former dans nos opérations, dans les équipes marketing, logistique, énergie, RH, finance, etc., de former des data scientists qui sont capables de conduire leurs analyses, de détecter les changements et de réagir au plus vite, et de former leurs managers pour qui que l'on éduque pour poser les bonnes questions et s'intéresser aux bons enjeux qui sont adressables par la donnée. Et enfin, on a des moments emblématiques dans le groupe pour encore lever le awareness encore plus largement dans l'ensemble du groupe, avec par exemple des data summits annuellement, qui sont des points de rendez-vous ouverts à tous les collaborateurs. Donc le volet people et personne est essentiel, avoir de la compétence au plus près et avoir une implication de l'ensemble de l'entreprise. Justement, Michel, combien de personnes travaillent sur la data chez Total Energy ? Si vous voulez, je peux faire juste l'écho à ce qu'a dit Bruno un peu sur les différentes dimensions, comment ça s'organise chez nous, parce que je pense qu'effectivement, on a un peu les mêmes axes de transfo et de travail. Donc, effectivement, partie technologie, c'est important. Avant, j'ai parlé de nos capacités historiques autour des supercalculateurs et de nos systèmes historiques. Mais dans la transformation numérique de la compagnie, on a maintenant aussi des partenariats majeurs avec des fournisseurs cloud. Donc on travaille avec Azure et AWS qui nous permettent d'aller beaucoup plus vite sur certains usages. Les capacités cloud nous permettent d'accélérer certains développements. Il y a la partie data management, ça je suis très fier de le mentionner parce que si on regarde quelques années en arrière, c'était un sujet qui était toujours un peu laissé de côté parce qu'on pensait que les données, c'était pas un problème et qu'on mettait n'importe quelle donnée dans n'importe quelle machine et la magie allait opérer et qu'on allait trouver des solutions. Mais en fait, la donnée, il y a une prise de conscience maintenant que la donnée, c'est un vrai asset de l'entreprise et qu'il faut en prendre soin. Et voilà, cette prise de conscience me fait vraiment plaisir et ça s'est mis en place chez Total Energy. Donc, je travaille comme chez toi avec un réseau de data officers et on met en place vraiment la gouvernance et les moyens de prendre soin de la donnée parce que c'est un vrai asset. Et le troisième axe qui est très important, effectivement, c'est la culture, à la fois de développer des filières de spécialistes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait en continu chez Total Energy, je vais en parler un tout petit peu après, mais aussi de faire prendre conscience que la donnée, c'est l'affaire de tous. Finalement, tout le monde est producteur, consommateur de données, et puis tout le monde peut tirer de la valeur de la donnée. Donc ça, c'est des choses que nous, on travaille beaucoup. Et d'ailleurs, je suis assez fier, c'est dans l'actualité, on a lancé il y a 2 semaines un e-learning massif qui est pour tous les collaborateurs de Total Energy pour vraiment les sensibiliser à ce que ça veut dire la donnée chez Total Energy et comment eux peuvent contribuer à cette chaîne de valeur de la donnée. Ensuite, effectivement, sur les usages, ce qu'on peut faire avec la donnée. Donc nous, on a beaucoup de communautés de personnes qui manipulent cette donnée. On a à peu près une trentaine d'équipes dans la compagnie
qui utilisent de la donnée. Donc ça peut être plutôt la R&D, plutôt des équipes qui sont sur des sujets très verticaux, modélisation des systèmes de raffinage, modélisation des parcs d'éoliennes, etc. Ou alors des équipes comme la mienne, où on est plutôt spécialisé sur l'implémentation du machine learning et de l'intelligence artificielle dans des logiciels complexes. Avec une petite parenthèse, c'est pas toujours parce qu'on parle beaucoup de data science, mais en fait, pour résoudre des problèmes complexes, il faut être capable de croiser plusieurs disciplines scientifiques, quoi. Il y a de l'analyse de données, il y a de la recherche opérationnelle, il y a de la simulation numérique, et il faut travailler en transverse sur ces champs de compétences. Et le dernier point, donc ça, c'est les communautés, on va dire, d'experts qui fabriquent des solutions avancées. Mais il y a un deuxième levier qui est hyper important, c'est que une société comme Total Energy, on a beaucoup d'ingénieurs sur le terrain, des gens très compétents, et en fait, l'objectif, c'est aussi à eux de leur donner un maximum accès aux données et à des outils pour qu'ils soient autonomes au quotidien et qu'ils puissent par eux-mêmes mieux décider au quotidien et mieux travailler la donnée. Donc ça, c'est un axe, on va dire, de diffusion, démocratisation de la donnée, des outils qui nous tient à cœur et sur lequel on travaille beaucoup. Ok, non, très clair. Et alors justement, vous avez parlé de transversalité. Ça, c'est une question évidemment qu'on se pose pour les entreprises. Est-ce que la donnée est quelque chose qui est abordé de manière horizontale dans l'entreprise, ou est-ce que c'est encore par silo avec la donnée par type d'activité? Est-ce que vous avez réussi chacune respectivement à peut-être faire infuser la donnée dans toute l'entreprise? Violette, peut-être? Alors, ce qu'on a déjà réussi à faire, c'est harmoniser un socle technique commun dans lequel on déverse toutes les données. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, oui, c'est effectivement que chaque équipe soit capable de s'en saisir. Et pour ça, il y a un travail qui est fastidieux à faire, et je pense qu'on l'a tous aussi fait. Moi, je suis en plein dedans, mais je pense que vous êtes déjà bien plus avancé et plus loin que là où j'en suis. C'est la cartographie des données, en fait. Où est-ce qu'elles se trouvent dans l'entreprise, quelles sont les sources qui les produisent, et comment ça peut donner des idées à d'autres entités du groupe qui ne savent même pas que ces données-là existent quelque part. Comment ça peut les aider à développer des business cases. Donc voilà, moi je pense que c'est là où j'en suis. Bruno? Je confirme complètement l'intérêt d'une cartographie. On a identifié, ligne de métier par ligne de métier, à peu près 300 jeux de données clés pour l'entreprise que l'on collecte, que l'on met à disposition et que l'on expose aux employés, en respectant évidemment les règles de confidentialité et de sécurité, mais qui permettent effectivement d'avoir une vue sur l'ensemble des données pour multiplier les use cases et les rendre accessibles au plus près de nos opérations. C'est un élément essentiel. Donc cartographier, mais aussi harmoniser, parce qu'on a toujours des spécificités locales dans chaque géographie, et donc il faut définir ce qu'on appelle des core data models et réaligner les données sur ces core data models. C'est un travail qu'on considérait comme fastidieux il y a quelques années, qui est aujourd'hui très glorieux, et donc qui mobilise beaucoup de personnes. Stéphane, c'est vrai que vous parliez de 2 milliards de clients. Comment on fait pour gérer toute cette... En fait, juste pour illustrer et pour expliquer de manière concrète ce sujet de comment on passe de données qui sont propriété d'un département, la finance, à ces données finance, à de la donnée qui circule. L'image que j'avais employée quand on a commencé sur ce sujet il y a quelques années chez L'Oréal, tout le monde disait on a un grand patrimoine de données. Et la question que je posais, c'était de dire, je vous donne 20 tiroirs pour ranger les données. Et je vous demande de me donner le nom de l'étiquette que vous allez mettre sur ces tiroirs. Et quand j'ai reçu la première version, j'avais finance, digital, manufacturing. Donc en fait, on retrouvait les départements et notre organisation dans la façon dont les gens projetaient la donnée. Et en travaillant, en acculturant, on a basculé. Et maintenant, j'ai un tiroir qui s'appelle produit, où par définition, la donnée produit chez L'Oréal est une donnée importante, mais qui rassemble des données issues de la recherche, du manufacturing, du supply chain, du marketing. Et c'est comme ça qu'on peut expliquer simplement comment je passe d'une logique de données par département, où par définition, la donnée va circuler dans son silo et pas de manière transverse, à une logique transverse. Et peut-être pour rebondir sur ce que vous disiez, souvent, quand on parle données, quand on parle people, on parle data scientist. Et voilà, les stars de la donnée, c'est les data scientists. Et tout ce que l'on décrit là, c'est beaucoup d'autres métiers autour de la gouvernance, autour de l'IT, et qui sont aussi absolument clés. Et on a beaucoup plus de spécialistes de la gouvernance, de l'IT, des plateformes, que de data scientists. Donc c'est aussi important de comprendre que pour faire cette révolution de la donnée, il ne faut pas uniquement aller chercher quelques data scientists stars, il faut travailler sur l'ensemble des sujets.
Et vous êtes capable de mesurer un petit peu l'impact du traitement de la donnée en interne, enfin, je veux dire en termes de chiffre d'affaires, enfin, d'impact à la fois économique, sur l'organisation. Vous êtes capable comme ça de mesurer ces choses-là en interne? Ouais. Je peux répondre ce qu'on fait au niveau de la Digital Factory, parce que ça c'est mon équipe opérationnelle là-dedans, donc je vois bien ce qu'on fait. Donc juste pour préciser, Digital Factory, c'est une filiale qu'a créé de Total Energy, qui a été créée il y a 3 ans maintenant, pour fabriquer des applications digitales pour la compagnie, donc pour les clients internes. Donc on est à peu près 300 personnes, et c'est principalement une population technique, on va dire, des développeurs logiciels, des data scientists, des experts en machine learning, etc. Donc vraiment une population technique, et on fabrique pour nos clients internes des applications. Et du coup, ça a été créé avec des objectifs de création de valeur qu'on regarde de très près. Donc en fait, la valeur de toute application qui est fabriquée par la Digital Factory, en fait, a des objectifs en termes de création de valeur pour la compagnie. Donc c'est des choses qu'on estime au début, avant de lancer un projet. Et il faut qu'il y ait un certain seuil de valeur qui soit atteint pour qu'on lance le projet, et ensuite qui est suivi une fois qu'on a fait l'application et puis qu'on la déploie à l'échelle sur différents sites. Alors pour vous donner un ordre de grandeur de ce que ça pourrait représenter, à peu près, donc en gros on travaille tout le temps en parallèle sur environ 25 applications en parallèle. On en a déjà mis presque 65 en production. À peu près 80% de ces applications consomment de la donnée, donc vraiment sont basées sur toutes les données historiques dont j'ai parlé avant. Du coup, on monitore d'assez près la valeur générée. On est en phase donc toujours d'accélération, mais les objectifs fixés à partir de 2025, cette Digital Factory doit générer 1,5 milliard de dollars de valeur par an pour Total Energy. Et donc voilà, on est dans cette phase d'accélération, et tout ce qui est fabriqué est mesuré, le gain de valeur est regardé de très près. Et Violette me dit qu'eux aussi. À peu près. Et et vous, dans les autres entreprises, vous avez comme ça des indicateurs qui vous permettent un petit peu de chiffrer? Alors, on a toujours des indicateurs. Peut-être que la contribution d'une approche data en termes de performance, ça va être d'abord sur la connaissance et la compréhension des processus métiers, et sur la modélisation de ces processus métiers. Ça apporte déjà une valeur inestimable, puisqu'on passe de l'empirique à ce qu'on appelle le data-driven. Le deuxième aspect, ça va être le gain en performance sur les processus. Donc, par exemple, être capable de livrer plus de clients avec le même camion, ou être capable de mieux remplir les réservoirs de nos clients. Enfin, on a des multiples exemples. Et donc là, le gain en performance, on peut le mesurer, on peut le faire valoir, on peut le partager avec les équipes opérationnelles. Et puis ensuite, ça va être le gain en termes financiers. Et là, on est souvent associé à d'autres équipes, puisque la donnée en elle-même, pour agir sur le terrain, on a besoin évidemment des métiers, on a besoin des personnes qui utilisent les algorithmes, qui prennent des décisions sur la base des algorithmes qu'on leur fournit. Et donc souvent, la donnée est un contributeur de programmes plus complets de transformation du métier, mais est un contributeur parmi d'autres. Moi, je suis un peu dans une situation où je n'arrive pas forcément à chiffrer le ROI avant de lancer les cas d'usage. On n'est sans doute pas encore assez mature pour faire ça. Après, ça dépend. Il y a vraiment des cas qui sont plus faciles à monitorer que d'autres aussi. C'est sûr qu'en tant qu'équipe transverse, quand on travaille sur un projet, on n'est pas seul. Et donc après, ne serait-ce que isoler sa contribution à la performance de quelque chose, c'est un temps qu'on n'a pas forcément qui est un luxe à calculer. Et après, il y a des cas sur lesquels c'est très facile d'identifier la performance de l'équipe de la contribution data. Je pense au partage de comptes ou à la lutte contre la fraude, où là, c'est directement lié à des insights data. Peut-être pour terminer là-dessus, je disais tout à l'heure qu'il faut partir du besoin. Et par définition, un besoin, on y associe des objectifs qui peuvent être des objectifs chiffrés, des objectifs qualitatifs. Et c'est ça qu'on mesure. Et peut-être le point important, c'est de dire,
Une fois qu'on fait ça, on lance, on regarde, on commence à développer cette application. Et il ne faut pas hésiter, si jamais on n'atteint pas les objectifs, si jamais ça ne fonctionne pas, à se dire bah, c'était pas la bonne solution et on passe à autre chose. Mais de se forcer à avoir des objectifs mesurables au début, moi je trouve ça sain, parce que sinon c'est difficile de mesurer la contribution d'une équipe autour de la data. Non, bah super. Il nous reste 10 minutes, parce que le temps passe vite, pour prendre des questions. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut vous passer un micro. Et je pense que vous serez ravis de répondre aux questions. Alors, monsieur. Alors, attendez. On va juste vous donner peut-être un micro. Merci. Oui, j'aurais voulu demander pour L'Oréal, à partir du moment où les data vous ont donné l'idée de lancer un produit, est-ce que les data vous aident après à fixer le prix du produit? Alors savoir si derrière, les gens vont être prêts à acheter ce produit et à quel prix, quoi. Donc effectivement, les data nous servent beaucoup dans le lancement d'un produit. Le prix est un des éléments de ce qu'on appelle le mix marketing du lancement, et par définition, la mesure de ce qu'on appelle l'élasticité prix, ça fait partie des choses que l'on mesure, mais d'ailleurs pas uniquement au moment du lancement. Le suivi et la mesure des prix de manière continue est quelque chose que l'on fait pour pouvoir ajuster. Donc effectivement, on a accès à beaucoup de données sur ces éléments-là que l'on utilise pour continuellement travailler notre politique prix. Donc ce n'est pas uniquement au niveau du lancement. Oui, au niveau du lancement, c'est important, mais de manière continue. Bonjour. Alors, premièrement, est-ce que vous recoupez les données pour s'assurer de la fiabilité des données, surtout pour les journalistes qui vont utiliser ces données? Et la diffusion d'informations est extrêmement important que ça soit très fiable. Deuxième question, je sais que l'État américain a donné la possibilité, suivant certaines règles, de chercher dans les données issues de serveurs américains ou d'entreprises américaines. Est-ce que vous chacun, avez prévu le cas et cherché à sécuriser, à éviter que vos données soient pillées par vos concurrents américains? Alors, je commence sur les journalistes. Alors, nous, dans mon équipe, au sein du pôle data, on traite de la donnée client et de la donnée lecteur. Donc, effectivement, ce qu'on peut produire comme information, c'est plutôt est-ce que ce papier a été lu, par qui, combien de fois, est-ce qu'il a servi, est-ce qu'il a permis de convertir en abonnement. Ça, c'est des indicateurs qu'on va regarder et qu'on va mettre à disposition des journalistes. Mais nos deux équipes, enfin l'ensemble de la rédaction et mon équipe est totalement étanche. Et d'ailleurs, j'ai jamais rencontré Raphaël alors qu'il a travaillé aux Échos pendant très longtemps. C'est la première fois qu'on se voit physiquement là. Donc ça peut le. Voilà. Donc il n'y a pas ce sujet-là au sein de n'importe quel groupe de presse, notamment. Sur le deuxième point. Je ne sais pas si vous voulez en parler. Enfin, en tout cas, notamment, je pense que vous faites référence à ce qui s'est passé sur Google Analytics récemment, entre autres. Voilà. Bon, en ce qui me concerne, du coup, on a arrêté de se servir de ce type d'outils-là, mais ça ne veut pas dire que c'est pas possible de le faire, puisqu'il y a tout un tas de changements et de modifications qui peuvent être faits pour continuer à utiliser ce type d'outils. Enfin, je ne sais pas si c'est à ça que vous faisiez référence. Nous, ces sujets-là, effectivement, on les regarde de très près, c'est très important. Donc nous, en fait, on travaille avec une équipe qui est chez nous à la cybersécurité, qui gère tout ce qui est... c'est plus général que la donnée, c'est tout ce qui est politique de traitement de l'information. Et du coup, pour chaque donnée ou information, on fait une analyse de risque. Et en fonction de ce niveau de risque, eh bien, on statue sur les usages qu'on peut en faire. Et notamment, le fait de pouvoir utiliser un cloud ou pas rentre dans l'INE compte. À partir d'un certain niveau de criticité de la donnée, on n'utilise pas le cloud et on traite dans nos installations on-premise, quoi. Donc ça, c'est regardé de très près avec la cybersécurité, quoi. Et on ne plaisante pas avec ça, absolument pas, quoi. Donc ça, c'est une démarche qui est à peu près dans toutes les entreprises. Une classification des données en fonction du niveau de classification, avoir la bonne plateforme et le bon environnement pour s'assurer de la confidentialité de ces données. C'est essentiel, oui. Et juste pour compléter, on a
je pense tous, des approches multi-cloud, y compris avec des données que l'on garde, ce qu'on appelle on-premise, c'est-à-dire dans nos murs. Et c'est ce que vous expliquez, ça dépend de la nature et de la sensibilité de chacune des données. Et on adapte la stratégie en fonction de ça. Est-ce que vous développez des cas d'usage par rapport au champ des ressources humaines, en particulier par rapport à la qualité du recrutement ou à la qualité du management, et quelles règles éthiques ça vous pose? Et donc la réponse est non. Pour l'instant, le choix que l'on a fait, c'est de ne pas développer, de ne pas d'utiliser d'outils d'intelligence artificielle autour des données des ressources humaines. Même réponse. Nous, on n'a pas de cas d'usage dans ce sens-là. Mais de façon plus générale, je pense que au-delà des cas RH, ça reste quand même très important de se poser des questions sur les conséquences, on pourrait dire, éthiques, sociétales, de ce qu'on développe avec n'importe quel type d'approche algorithmique, que ce soit sur de la RH ou même sur des sujets industriels finalement. Donc nous, on est très très proactif là-dessus. On s'est engagé dans une démarche intelligence artificielle de confiance, où, un peu comme on le fait pour la partie gestion de l'information, on se pose, en fait, on a un ensemble de règles, on va dire, d'éthique, de bon usage de solutions algorithmiques. Et quand on lance des nouveaux développements, on se pose la question, mais est-ce que finalement, est-ce qu'on fait des choses bien au service de la société et des hommes qui vont être en contact avec des hommes et des femmes, bien sûr, qui vont être en contact avec ces algorithmes. Donc je pense que c'est important d'avoir ce sens-là, quelle que soit la typologie de données, quoi. Peut-être pour compléter là-dessus, on a mis en place un advisory board sur les sujets éthiques qui analyse justement tous les algorithmes que l'on développe pour regarder les potentiels biais sur la donnée, sur l'algorithme. Et il y a tout un travail aussi des équipes de data science sur ces sujets-là. Comment on forme les équipes qui manipulent de la donnée à être sensibles au sujet d'éthique. Et on va jusqu'à mettre en place des checklists d'audit des algorithmes pour s'assurer qu'on a bien pris en compte tous ces éléments-là. Et est-ce que vous vous posez aussi la question des ressources que consomment vos algos? Ou pas encore? Oui, nous on le regarde de près. Donc on a c'est une démarche plus générale, une démarche, on appelle ça FinOps, quoi, de mesure des capacités de calcul ou de stockage consommées par toute la démarche transformation numérique, quoi. Oui, on regarde ça de très près, quoi. Avec le cloud, c'est vraiment un sujet qui émerge et qui est très, très important et qui est d'ailleurs un champ de spécialité de plus en plus affirmé. Et la sobriété numérique, c'est un sujet du moment. Et c'est une question qu'on a souvent, qui est de dire, vous nous parlez beaucoup de transformation digitale, de la donnée, mais est-ce que ce n'est pas paradoxal par rapport aux engagements que les groupes comme les nôtres prennent aussi en termes de développement durable et de sobriété énergétique? Et clairement, un algorithme performant, il est performant s'il répond au cas d'usage ou aux besoins, mais il est aussi performant s'il a été optimisé de par sa sobriété. Donc on pousse les data scientists à vraiment aller un cran plus loin et à regarder ce qu'on appelle la frugalité de l'algorithme, c'est-à-dire est-ce que je ne peux pas le coder de manière différente pour qu'il soit beaucoup plus sobre en termes d'utilisation de ressources. On peut prendre encore une question, au moins. Il nous reste 3 minutes, donc n'hésitez pas. Ah, vous voulez retenter? Ah, personne. Okay. Je suppose que vous utilisez les données, par exemple, de consommation d'électricité pour optimiser les moments où vous utilisez, vous activez vos usines, ou pour Total, pour produire au bon moment l'électricité et prévoir suffisamment à l'avance pour faire démarrer les usines qui sont pas forcément alimentées, allumées, qui peuvent allumer tout de suite. Est-ce que vous avez pu compter les gains que ce genre d'optimisation a pu faire
à vos entreprises respectives? Et est-ce que ça a permis de faire une économie de CO2 qui est valorisée via vos bilans de manière intéressante? Là, sur ce sujet, moi, je peux répondre sur pour le coup, là, c'est une application qui a été développée par mon équipe, dont l'objectif est c'était d'optimiser les achats en énergie pour le fonctionnement des raffineries. Parce qu'en fait, comment ça se passe pour une raffinerie? C'est des gros consommateurs d'électricité et de gaz. Et en fait, on doit déclarer chaque jour ce qu'on va consommer le lendemain pour acheter. Et du coup, avec mon équipe, on a justement analysé des historiques de fonctionnement de raffinerie pour faire des prédictions plus fines de ces achats d'énergie. Et du coup, ces algorithmes sont maintenant utilisés par les personnes qui gèrent les achats d'énergie dans les raffineries pour faire leur placement d'achat d'énergie. Et on a réussi à beaucoup optimiser la situation à ce niveau. Donc oui, ça c'est un exemple très concret où on fait exactement ce que vous avez dit. Donc, pardon? À Direct Énergie, l'électricité. Et là, la question, elle c'est, est-ce que... Ouais. L'achat honnêtement, anciennement Direct Énergie, je pourrais même pas vous dire parce que en fait c'est une filiale à part qui développe ses propres. Donc là j'ai un peu moins on travaille avec eux sur certains sujets, mais pas là-dessus. Donc probablement qu'ils font des choses très smart, mais je pourrais pas vous ouvrir le capot là. Super, merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est que si vous avez encore des questions, vous n'avez qu'à les prendre d'assaut juste à la sortie. Merci beaucoup, et puis on espère que ça a répondu à certaines de vos questions. Merci à tous. Merci beaucoup.